Salut, je m'appelle Damien Dutoit, je suis prof de physique-chimie et je suis ravi que tu sois là. Aujourd'hui, nous allons étudier le mouvement des planètes et des satellites. Cela va se dérouler en 3 temps. On va d'abord très rapidement réviser la cinématique, puis nous allons voir une approximation des mouvements des planètes et des satellites, qui consiste à considérer qu'ils sont circulaires, et puis enfin, nous nous appuierons sur les lois de Kepler que nous allons découvrir pour décrire les mouvements réels. Allez, c'est parti. Alors comme tu le sais, le repère habituel cartésien OIJ est très mal adapté pour décrire le mouvement circulaire. On utilise alors le repère de Fresnel, dont l'origine est le point M qui bouge au long de sa trajectoire. Ce repère utilise des vecteurs unitaires. Le premier est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. On l'appelle UT, T pour tangent. Le second est perpendiculaire à ce premier et orienté vers le centre de la trajectoire. On l'appelle le vecteur normal, UN. Alors dans ce repère, la vitesse et l'accélération prennent des expressions particulières. Pour la vitesse, c'est très simple, parce que la vitesse, c'est tangente elle aussi à la trajectoire. Ainsi, on n'a besoin que du vecteur UT pour décrire ce vecteur vitesse. Tu sais qu'on peut également écrire un vecteur avec ses coordonnées. Donc ici, le vecteur vitesse aurait deux coordonnées, VT et VN. VN est donc nul. Pour l'accélération, c'est plus délicat. Il te faut apprendre par cœur cette expression. Donc l'accélération, cette fois-ci, a deux composantes. On a besoin des deux vecteurs pour décrire le vecteur accélération. On a besoin du vecteur UT, on a besoin du vecteur UN. Là aussi, on peut écrire l'accélération avec ses coordonnées, donc l'accélération tangentielle qui vaut dv sur dt, la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, et puis an qui vaut v carré sur r. Ce résultat, je le rappelle, tu dois le connaître par cœur. Donc on le met de côté. Alors allons-y, le cœur de notre vidéo d'aujourd'hui. Approximation des mouvements circulaires. On va prendre un exemple, on va prendre un satellite, par exemple la Station Spatiale Internationale, qui tourne autour d'une planète, ici la Terre. Alors on met ça, pas vraiment à l'échelle, mais on respecte un petit peu plus. Et puis on va placer notre repère de Fresnel. On imagine ici que le sens du mouvement est le même que celui de tout à l'heure. Alors, pour faire l'étude mécanique de notre système ISS, on se place donc dans le référentiel ici géocentrique, et puis on munit notre référentiel d'un repère, le repère de Fresnel. Il nous faut faire le bilan des forces. Ici, l'ISS est en fait en chute libre. Elle ne subit que la force de gravitation exercée par la Terre sur elle. Donc, on peut écrire cette expression G fois petit m, la masse de la station, fois mt, la masse de la Terre, divisé par r carré, la distance qui sépare les deux centres. Le centre de l'ISS et le centre de la Terre. Tu vois que la force de gravitation, on n'a besoin que du vecteur UN pour la décrire. Alors allons appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces égale m fois l'accélération. Ici, la somme des forces se réduit à la seule force de gravitation, que l'on va détailler, on va écrire son expression, voilà. Et donc tu vois déjà qu'on va pouvoir simplifier ici par petit m. Donc c'est ce que l'on fait, et puis je décide d'écrire plutôt l'accélération à gauche et la force à droite. Et donc tu vois que déjà là, on a accès à l'accélération, au vecteur accélération. Il ne s'exprime qu'avec le vecteur UN, et la coordonnée correspondante vaut g fois mt divisé par r carré. Alors c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va comparer notre cas particulier, écrit ici un petit peu en rose, au cas général, écrit ici en bleu, pour trouver des informations importantes sur le mouvement. Par exemple, tu vois que AT doit valoir 0 dans notre cas particulier, mais dans le cas général, il vaut aussi dV sur dt. Et bien, par identification, on en déduit que dV sur dt, dans notre cas, vaut 0. Et ça, la dérivée de V par rapport au temps vaut 0, ça signifie que la valeur de V est une constante. Autrement dit,
que notre mouvement qu'on a choisi d'approximer en disant qu'il était circulaire, et bien maintenant il est en plus uniforme. La valeur de la vitesse le long de sa trajectoire ne varie pas. Premier élément essentiel que l'on vient de trouver du mouvement. Alors on va aller un petit peu plus loin puisqu'on a une deuxième coordonnée, la coordonnée AN. Là aussi on va pouvoir retirer des informations. Tu vois qu'elle doit valoir dans notre cas particulier G fois MT divisé par R carré. Et dans le cas général elle doit valoir V carré sur R. Par identification on égalise les deux termes. Ça va nous permettre de calculer la valeur de cette vitesse. Alors après un petit peu de rangement, pas très difficile, une simplification par R et puis une racine carrée, on obtient la valeur de la vitesse. Ça, tu dois être capable de le faire. Établir l'expression de la vitesse. Alors, on va encore aller un petit peu plus loin. Je voudrais étudier la période, c'est-à-dire combien de temps met la station pour faire un tour de sa trajectoire. Alors pour ça, on va utiliser la formule classique de la vitesse, puisque maintenant, on sait que la vitesse est constante, donc je peux utiliser la formule d'une vitesse moyenne. La vitesse, c'est une distance parcourue divisée par une durée de parcours. Et on va pas choisir n'importe quel parcours, on va choisir un tour. Un tour de la trajectoire, c'est le parcours, le périmètre de ce cercle, donc c'est 2π fois r, divisé par la durée. La durée, c'est la durée qu'on cherche, c'est la période de révolution de la station autour de la Terre. Alors pareil, on réarrange un petit peu, on cherche t, et puis comme on connaît l'expression de v, je vais remplacer. V c'est racine de G fois MT sur R, donc je vais remplacer. Voilà. Je continue à arranger un petit peu, et voilà, je trouve la valeur de la période qui vaut 2π fois racine carrée de R cube divisé par G fois MT. Là aussi tu dois être capable de faire ce calcul, donc n'hésite pas à mettre pause, j'ai pas détaillé vraiment étape par étape, donc essaye de trouver les étapes intermédiaires par toi-même. Alors si on s'amuse un petit peu encore, on peut écrire cette expression sous la forme t carré sur r cube égale 4π carré divisé par g fois la masse de la Terre. C'est-à-dire que le rapport de la période au carré divisé par le rayon de la trajectoire au cube ne dépend que de la masse de la planète. C'est une constante qui dépend que de la masse de la Terre ici. Donc voilà tout ce que l'on peut faire lorsqu'on dit qu'au départ le mouvement est circulaire. On trouve qu'il est uniforme, on est capable de calculer sa vitesse et sa période. Alors si maintenant on s'intéresse aux mouvements réels. Alors pour les mouvements réels, on va découvrir les lois de Kepler, qui sont des lois empiriques. C'est-à-dire issues de l'observation. Alors il y en a trois. La première, donc la première loi de Kepler, qui est dite aussi la loi des orbites, elle dit « Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers ». Tu vois que le mouvement ne sera pas circulaire, il sera plutôt elliptique. La deuxième loi de Kepler, dite aussi loi des airs, elle dit que la planète balaye des aires égales en des durées égales. C'est ce qui est représenté ici sur le schéma avec un triangle très fin bleu dont la surface est égale à l'autre triangle bleu, sachant que à chaque fois les durées entre les deux instants sont les mêmes. Ce qui signifie, conséquence directe, ce qui signifie que la planète ici, elle va moins vite lorsqu'elle est éloignée du Soleil, et elle va plus vite lorsqu'elle est proche du Soleil. Tout à l'heure, on a vu, dans le cas du mouvement circulaire, qu'alors il était aussi uniforme, vitesse constante, et bien dans le cas du mouvement réel, elliptique, il n'est plus uniforme. Troisième loi de Kepler, dite aussi loi des périodes, elle dit « Les rapports des périodes au carré sur les demi-grands axes au cube sont indépendants de la planète ». C'est ce qu'on a trouvé aussi tout à l'heure, T2 sur A cube égale constante, à la seule petite modification que tout à l'heure, comme c'était un cercle, le demi-grand axe était en fait le rayon du cercle, que là on remplace le rayon du cercle par petit a. Tu dois avoir en tête que dans cette constante, ici, il ne dépend que la masse du centre attracteur. Ici par exemple, si c'est une planète qui tourne autour du Soleil, dans cette constante, la seule caractéristique qui pourrait bouger, ce serait la masse du centre attracteur.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'encourager. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt sur ma chaîne.